Très bien. Écoutez, je suis donc Étienne Ollion et comme vous le savez désormais, je ne suis pas Yves Laszlo. Yves Laszlo ne sera pas parmi nous. Je vais à mon tour l'excuser, il ne peut pas être ici. C'est lui qui devait faire l'ouverture de ce colloque et donc on a appris hier soir vers 10h qu'il fallait le remplacer, ce que je fais bien volontiers, mais probablement moins bien. Il n'empêche, je suis vraiment ravi en fait de voir cette organisation, hein, comme Michael l'a rappelé, aboutir. Puisque c'est un colloque qui finalement est en création depuis à peu près 18 mois. Et je suis vraiment ravi de pouvoir aujourd'hui vous accueillir toutes et tous ici, dans cette salle évidemment surdimensionnée, mais pour ce colloque interdisciplinaire sur ce qui échappe à l'intelligence artificielle. Le point de départ de ce colloque, tel qu'on l'avait conçu avec François, hein, c'était finalement de repartir de toute une série de discours totalisants sur l'intelligence artificielle. Vous savez, comme moi, vous l'avez entendu, comme moi, que depuis une quinzaine d'années, hein, depuis le renouveau de l'intérêt pour les méthodes d'apprentissage statistique, on est finalement submergé de propos qui mettent en avant le caractère révolutionnaire des méthodes d'IA, mais aussi le fait que celles-ci étendent ces territoires chaque jour. Dans le domaine de l'économie, de la santé, du travail, de la sécurité, dans le domaine scientifique aussi et dans bien d'autres espaces sociaux, l'idée que l'IA colonise, qu'elle coloniserait chacun des espaces de notre vie est extrêmement présente. Alors, il y a de très bonnes raisons pour ce sentiment d'expansion irréfragable, et il est en effet indéniable que depuis 10 ans, l'IA s'est installée dans nos vies, qu'elle continue de le faire et que chaque année apporte son lot de nouvelles modalités selon lesquelles l'IA est partie prenante d'un dispositif humain et technique, qu'il s'agisse de la détection de maladies rares, de la traduction automatique, de l'aide à la conduite, de quel que soit le type de véhicule, de la transcription automatique de sons en texte, de la correction de données bruitées, de la reconnaissance faciale, de la notation d'images pour des films. En fait, la liste est longue et pourrait être prolongée pendant très longtemps, des domaines et des usages qui ont été traversés et pour certains vraiment transformés, c'est pas exagéré de dire cela, par l'intelligence artificielle. Alors, d'une certaine manière, qu'on les aime ou pas, qu'on se félicite au nom des libertés publiques, des caméras omniprésentes, ou qu'on s'inquiète au nom des libertés individuelles quand les dispositifs de reconnaissance faciale sont omniprésents, on est bien obligé de constater que ces transformations sont bien réelles. Elles sont probablement un peu moins réelles que ce que les prophètes de l'intelligence artificielle tentent de nous vendre depuis une décennie, prophéties qui, pour certaines, resteront bien évidemment des paroles sans contenu, mais elles sont évidemment bien présentes. Par contre, et c'est là que le colloque peut-être s'ancre, dans cet espace discursif qui est souvent très polarisé, pour, contre, prophète versus Cassandre, entre prophètes du mieux et du pire, une chose est finalement assez remarquable, c'est que tous les discours actuels mettent l'accent sur cette expansion continuelle qui semble ne jamais devoir s'arrêter des méthodes d'IA. L'IA ne ferait que s'imposer de plus en plus, elle prendrait une place croissante dans nos vies, et c'est cette prémisse commune à ces discours que nous avons voulu interroger avec vous pendant ces 2 jours. Parce que, certes, il y a expansion des technologies, mais si ces systèmes fonctionnent d'une certaine manière, c'est souvent imparfaitement. La traduction, on le sait, n'est au mieux que imparfaite. Elle laisse parfois à désirer. La voiture automatique ne roule pas vraiment encore de manière complètement automatique. Peut-être ne le fera-t-elle jamais. La reconnaissance de flux sonores, d'images, fait parfois des erreurs complètement grossières. Et quand les réseaux de neurones profonds prédisent avec une très grande précision, on a parfois bien du mal à expliquer soit pourquoi ils l'ont fait, soit à savoir ce qui est vraiment la variable agissante. Alors, ce sont ces situations où ça ne marche pas, où ça ne marche pas complètement, qui sont intéressantes et qui constituent un premier point de départ de ce colloque pour mener une réflexion collective. L'échec, finalement, est-il conjoncturel? Est-ce qu'il est dû à un manque de données, de puissance de calcul, de maturation du domaine? Ou alors, est-ce qu'il est dû à autre chose, par exemple à des causes plus structurelles, des choses qui font que les dispositifs d'IA ne pourraient pas saisir ce qui se joue? Et même, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, quand ça marche, quand, par exemple, un traducteur automatique traduit exactement ou presque exactement ce qu'on voudrait qu'il traduise, qu'en a-t-il compris
et qu'est-ce qui lui échappe. Quand un modèle de langage comme BERT ou GPT-3, pour ne citer que les plus récents, analysent et traduisent une phrase, ou en produisent une, peuvent-ils faire plus finalement que donner une simple distribution de probabilité statistique sur un univers de mots? Et quel écart y a-t-il entre cette distribution de probabilité statistique et la compréhension qu'en ont des humains qui lisent la même phrase? En posant cette question, on retrouve finalement des questions assez classique de la philosophie. C'est la critique classique, vous la connaissez probablement, que faisait John Searle, de l'idée selon laquelle le mental, en fait, serait l'enchaînement d'une série de règles syntactiques. Pour Searle, il se passe bien plus de choses dans une conversation que la simple application de règles. Il se passe plus, et donc il ne faut pas confondre un ordinateur, qui est une série d'applications de règles, fussent-elles élaborées, fussent-elles génératives, avec une intelligence humaine. Donc, c'est là que se situe peut-être un des premiers enjeux sur lesquels on va discuter aujourd'hui. Un autre, c'est aussi l'idée que cette impossible ou parfois imparfaite traduction d'un domaine à l'autre tient au fait qu'il y a une ambivalence des signes, que ces signes soient des mots, des gestes ou autre chose, et que l'ordinateur, aussi génératif soit-il, aurait bien du mal à le comprendre, comme il pourrait avoir du mal à saisir ce qui est parfois très simple pour des humains, à savoir ce que c'est qu'un contexte. Alors ces réflexions nous amènent aussi à traverser d'autres conversations, celles anciennes en épistémologie qui rappellent la distinction entre prédire la survenue d'une maladie, le succès à un examen, etc., et expliquer. On sait très bien, je l'ai dit tout à l'heure, que l'IA supervisée est tout à fait capable de prédire avec une grande efficacité de nos jours, mais elle explique parfois moins bien en dépit de travaux dans ce domaine. Alors est-ce que, et c'est une question qu'on pourra se poser, est-ce que l'explicabilité échappe à l'IA, en tout cas l'IA contemporaine ? Donc voilà, on traverse des travaux assez classiques finalement de philosophie, mais ce colloque nous amène aussi à croiser d'autres réflexions, parfois plus récentes et plus près de l'informatique. Par exemple, sur ce que peuvent vraiment des modèles inductifs comme les réseaux de neurones, quand ils ne sont pas régulièrement guidés ou doublés par un système de règles écrites par des experts. Et ici, les controverses qui ont animé les personnes qui font de l'intelligence artificielle depuis longtemps, entre les connexionnistes et les tenants d'une approche plus symbolique, ne semblent pas terminées. Elles semblent même, après cette espèce de croissance très forte de l'IA connexionniste, revenir sur le tapis. Ça pose ici évidemment la question de la place des humains dans la boucle, qui nous amène à interroger ce que pourrait faire l'IA sans des humains. On aura des présentations qui montrent soit le rôle de l'expert, soit le rôle des micro-travailleurs et travailleuses pour faire exister un résultat qui est présenté comme venant de l'IA. Voilà, donc autant d'aspects qui semblent échapper à l'IA, auxquels nous allons réfléchir pendant ces quelques jours, et qui ne sont finalement que quelques-uns des thèmes sur lesquels on va réfléchir, parce que c'est ceux auxquels on avait pensé. Et puis, on a reçu toute une série de propositions bien plus larges qui nous ont amenés à encore élargir le spectre de cette conférence. Et c'est donc avec plaisir que nous avons très largement élargi ce qui était le périmètre initial de cette conférence. Tant et si bien qu'au cours des 2 journées suivantes, nous allons entendre une sociologue, des philosophes, un linguiste, une musicologue, des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, un physicien, une historienne, qui vont chacun à leur manière traiter de ces questions. Mais pour que ce colloque soit vraiment interdisciplinaire, et parce que l'école polytechnique nous permettait cette proximité, nous avons décidé aussi d'inviter des informaticiens, des spécialistes du domaine en question. Alors certaines sont présentes dans la salle et ils interviendront au moment de discussion. Mais nous avons aussi demandé à 2 d'entre eux de réagir à la fin de chaque journée sur ce qu'ils ont entendu afin de lancer une discussion productive avec les participants de la journée. Et ce sera le moment de discussion collective que nous aurons dans la fin des 2 journées. Je remercie du coup Michel Sebag et Gaël Richard d'avoir accepté de jouer ce rôle de discutant. Alors je ne reviens pas sur le programme des 2 jours car je souhaite vraiment laisser la parole aux intervenants, mais je ne voudrais pas manquer par contre les remerciements nécessaires pour l'organisation de ce colloque qui m'a donné un peu l'impression d'organiser un mariage, tellement les contraintes étaient importantes. Je remercie donc l'école polytechnique et son directeur de la recherche et sa directrice de cabinet qui nous ont beaucoup aidés. Je remercie évidemment le Lynx, représenté ici par Michael Fossel.
qui nous a apporté son soutien constant, ainsi que Data IA, qui nous a régulièrement aidés et financés. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont, par leur travail, permis que ce colloque existe. Merci à toi, François, tu as assumé ta part de logistique et de travail intellectuel bien plus qu'à ton tour. Je voudrais aussi remercier Roselyne Bernard, qui était notre ancienne gestionnaire du Lynx, qui est partie en retraite. Ça devait être le dernier colloque de Roselyne, et c'est le premier colloque d'Angélique Métaux qui la remplace. Merci donc à toutes les deux de ne pas avoir compté votre temps. Je remercie évidemment les unes et les autres d'être présents ici, et je souhaite que ces 2 journées, et j'en suis sûr, soient très productives.